Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à la disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce numéro exceptionnel, comme tous les numéros de ce podcast web radio EdTech France, en direct du stand Territoire Apprenant de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis, diffusé en streaming live sur edtechfrance.fr, sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la Maïf. Pour interagir avec nous, 3 hashtags, hashtag EdTech, hashtag EducatechTis et hashtag Terre Apprenant. Partager ces données est parfois nécessaire et utile, mais c'est aussi parfois dangereux. On le sait, l'usage d'Internet et des réseaux sociaux est source de risques pour l'utilisateur qui serait mal informé. Mais d'un autre côté, c'est en ouvrant les données, en les partageant, que les administrations créent de la valeur ajoutée dans l'intérêt général. Pour parler de ce paradoxe, 3 invités à mes côtés. Yann Mona, chargé du projet Mes Data et moi, à la Maïf. Bonjour Yann. Bonjour. En forme? Ça va pas trop mal, ouais, merci. Est-ce que vous êtes venu avec vos data? Je les ai toujours sur moi. C'est bien. Et Philippe Tovel-Moquet, responsable des actions sociétales et de la communication institutionnelle Maïf. Bonjour Philippe. Bonjour. Pareil, les datas sont là, j'imagine. Elle nous environne de toute façon. Exactement, puis on en laisse partout. Et puis Romain Thalès, responsable de l'ouverture, de la circulation des données à Etalab. Bonjour Romain. Bonjour. Ça, c'est d'une sobriété. Romain, je vous ai connu plus prolixe. On a dit qu'on n'en parlerait pas. On a dit qu'on n'en parlerait pas, c'est vrai, parce qu'on se connaît avec Romain. Mais la première question, justement, pour vous, Romain, vous êtes favorable à la circulation des données, ces fameuses data. C'est même là votre mission au sein d'Etalab. Alors, Etalab, c'est quoi exactement ? Alors Etalab, c'est une mission qui est donc rattachée à la direction interministérielle du numérique, Ouais. donc, qui fait partie, qui est sous l'autorité des services du Premier ministre, D'accord. et dont la mission première, c'est effectivement de travailler d'une part sur la politique d'open data, donc Ouais. mettre à disposition les données sur un point d'accès unique afin de permettre à tout à chacun de les réutiliser librement, gratuitement, dans des formats librement réutilisables. Et le deuxième sujet cœur, c'est effectivement le sujet de la circulation des données, donc, entre acteurs habilités qui ont droit d'en connaître, parce que toutes les données ne sont pas ouvrables en open data. Ouais. Il y a des données protégées par des secrets légaux, il y a des données qui contiennent des informations à caractère personnel. Ouais. C'est pas pour autant que certaines administrations ne peuvent pas les réutiliser, notamment pour améliorer les services en ligne. Donc nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner ces administrations dans l'identification du sujet de la donnée comme un asset stratégique, de les accompagner depuis l'identification des données, en passant par la montée en qualité jusqu'à l'exploitation. Alors, vous avez dit que toutes les données ne sont pas ouvrables en open data, il y a un asset stratégique. En français, ça veut dire quoi ? Toutes les données ne sont pas ouvrables en open data. Ouais, c'est quoi l'open data ? Parce que tout le monde Alors, sait pas ce que l'open data, c'est des données qui sont produites ou reçues par des administrations dans le cadre de leur mission de service c'est. public. Un exemple concret. Par exemple, les données des équipements numériques dans les établissements scolaires. C'est Ouais. des données qui sont aujourd'hui mises à disposition par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, donc qui est une donnée d'études qui est mise à disposition. On peut avoir aussi d'autres données qui sont peut-être un petit peu plus, qu'on considère comme des données de référence, comme les données du cadastre vectorisées, Ouais. comme l'immatriculation des entreprises en France, la base D'accord. Sirène, Ouais. comme les données sur les demandes de valeur foncière, les 15 millions de transactions immobilières qui ont été réalisées sur les 5 dernières années à l'échelle de l'adresse. Ouais. Autant d'informations qui permettent d'éclairer le débat public, d'objectiver un certain nombre d'actions menées par les administrations, et puis aussi permettent de donner de la matière première à des acteurs privés ou associatifs afin de développer des nouveaux services. Et la Maïf, alors les données dont vous avez fait le sujet, c'est pas tout à fait les mêmes, j'imagine ? C'est des données plus personnelles ? Oui, ça vaut le coup de toute façon chaque fois se poser la question de quelles données s'agit-il.
Oui. Là, nous, en l'occurrence, on a commencé surtout par rapport aux données que les personnes communiquaient bien volontiers elles-mêmes, Oui. sur elles-mêmes et sur les réseaux sociaux. Avec une observation un peu particulière, c'est que les réseaux sociaux, on peut considérer que si on ne profile pas bien, qu'on ne paramètre pas bien son profil, on est sur un lieu public, Oui. puisqu'il est accessible à Donc, tous. c'est par exemple l'âge, l'adresse email, etc. Ah voilà, même, alors il peut y avoir ce genre de données, mais là je fais simplement référence à une photo qu'on publie de soi, un commentaire qu'on fait sur tel ou tel sujet que j'apprécie ou que je n'apprécie pas. Ça peut être culturel, mais ça peut être politique. Enfin, il y a plein de sujets qu'on délivre et qui sont sur nous et qui sont du coup dans le domaine public. Et ce sont des choses qui se diffusent sur les réseaux sociaux. Et les mêmes choses, les gens auraient un peu plus de réticence à les diffuser sur un lieu public. Et donc, du coup, on avait proposé une application où on récupérait à travers les API, c'est-à-dire qu'on récupérait sur les comptes Twitter ou Facebook des utilisateurs certaines de leurs données et on les projetait dans un environnement public, par exemple un affichage dans le métro. C'était pas vrai, hein, c'était vraiment tout ça restait digital, fiction. Et on leur disait voilà, dans les mêmes circonstances, dans d'autres circonstances, les mêmes contenus diffusés de cette façon-là, est-ce que vous les assumeriez ? Et c'était juste pour prendre conscience que tout ce qui est diffusé dans du digital, c'est diffusé aussi dans la vraie vie. Parce qu'au bout du tuyau, il y a quelqu'un qui regarde, il y a quelqu'un qui peut lui aussi réagir, éventuellement relayer l'information. Et du coup, en cascade, ça peut avoir des conséquences en chaîne. Alors, après, les gens peuvent être amenés à les assumer. C'était simplement de dire, quand vous faites ça, voilà ce que ça donne à l'autre bout. Est-ce que vous êtes OK ? Si vous êtes OK, pas de problème, vous continuez. Maintenant, il y a des solutions pour éventuellement limiter la diffusion. Et donc, du coup, c'était la possibilité après de pousser sur des logiques de paramétrage de profil, etc. Des choses qui sont accessibles, mais pas forcément connues de tous. Mais il suffit en réalité de taper son propre nom dans un moteur de recherche pour être effaré par le nombre d'informations qu'on a laissées sans le savoir, non ? Oui, mais en fait, on se rend compte, alors via les expériences qu'on mène un petit peu sur le terrain, que assez peu de gens, finalement, le font spontanément. Ou en tout cas, des gens l'ont fait, mais il y a certainement très longtemps. Et on croise aussi pas mal de monde qui nous dit moi, de toute façon, vous trouvez absolument rien sur moi puisque je ne suis pas sur Internet. On leur fait faire l'exercice et ils trouvent leurs résultats sportifs d'il y a quelques années ou de la famille lointaine qui a posté, qui a parlé d'eux ou des choses comme ça. Donc en fait, c'est pas si naturel que ça. Il y a les données qu'on laisse soi-même et sans avoir nécessairement conscience qu'elles restent, et puis il y a les données que d'autres vont donner sur nous d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Et pour compléter le propos de Philippe, en fait, les données, c'est vraiment les données c'est là-dessus qu'on insiste un petit peu, c'est des données qui constituent notre identité numérique sur Internet. Romain, les données dont toi tu t'occupes, on va se tutoyer, Romain. Allez, je passe du on arrête de faire semblant. On laisse pas. Elles sont disponibles gratuitement ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Elles sont toutes référencées sur une plateforme, un point d'accès unique qui s'appelle data.gouv.fr. Data.gouv.fr. Qui est donc la plateforme des données publiques de l'État qui donc présente. On a à peu près, on a plusieurs dizaines de milliers de données aujourd'hui qui sont référencées, puisque c'est une politique publique qui a été créée en février 2011. Donc on a quand même un historique certain. Il y a aussi des profondeurs historiques, donc des données qui remontent sur des séries assez longues pour pouvoir justement faire des analyses temporelles et bien évidemment des données temps réel qui évoluent au fil de l'eau, sur la qualité de l'air par exemple. Au fil de l'air, sur la qualité de l'eau. Magnifique. Et on les a aussi sur la qualité de l'eau potable à la sortie des différents tuyaux sur toute la France. Donc on peut aujourd'hui avoir une vision assez éclairée sur tout un tas de politiques publiques qui concernent tous les citoyens. Et ça, on ne le sait pas suffisamment. On ne le sait pas suffisamment parce que la donnée, c'est un objet qui est quand même déjà assez abstrait pour bon nombre de personnes. Je pense qu'on commence à prendre considération de la donnée à partir du moment où on la met en perspective des usages qui sont mis en œuvre. Dans l'éducation, par exemple, quelles sont les données auxquelles on pourrait avoir accès ? Il y en a un certain nombre. Alors déjà, il y a tout ce qu'on appelle les données type POI, donc les Point of Interest, c'est des points d'intérêt géographique. Que bon nombre d'applications vont les consommer parce qu'elles vont permettre de contextualiser on est tous équipés d'un téléphone portable et on a pas mal d'applis qui nous géolocalisent dans l'espace, donc pouvoir aller d'un point A à un point B et notamment mettre sur un fond de carte tous les points d'intérêt géographique autour du domaine de l'éducation,
il y en a un certain nombre. Les données sur la géolocalisation des écoles du premier, second degré, les résultats aux examens, ça aussi c'est des informations très intéressantes. Plus récemment, on a mis à disposition aussi toutes les données relatives à Parcoursup. Avec les vœux, les places disponibles, et je parlais tout à l'heure de l'enquête éthique qui consiste à mettre à disposition des données sur l'équipement numérique des établissements pour essayer d'objectiver les prises de décision des parents, avoir un regard un peu plus éclairé sur le taux d'équipement numérique dans les établissements. C'est un vrai outil de transparence des politiques publiques en réalité. C'était le premier, on va dire, pilier de la stratégie. Initialement, cette politique publique a été lancée autour d'une volonté de transparence. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été porté aux États-Unis quand Barack Obama a initié la démarche en 2008. Alors, question un peu technique, et je suis désolé pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas grand-chose, mais Romain va tout nous expliquer. Est-ce qu'on peut aussi avoir accès au code source des logiciels qui sont développés par les administrations? Parce que ça a une valeur également. Oui, tout à fait. Et c'est c'est une particularité qui a été, on va dire, explicitée dans le cadre légal. Il y a une loi qui permet d'organiser cette stratégie d'open data qui s'appelle la loi pour une république numérique et qui a considéré les codes sources comme des documents administratifs librement communicables, tout comme les algorithmes qui vont prendre des décisions individuelles. Donc Parcoursup, c'en est la matérialisation très concrète, c'est-à-dire expliciter et donner à voir sur les règles qui sont utilisées par les administrations et qui vont avoir un impact sur les individus. C'est pour nous une question, on va dire, de transparence et de nécessité pour éclairer le débat public. On a entendu le mot d'API tout à l'heure, c'est un terme qui revient souvent. Application Programming Bonne fois Interface. Pour toutes, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est une API? Une API, c'est uniquement un tuyau qui va connecter un producteur de données avec un fournisseur de services. Donc, et qui va définir des règles de consommation de la donnée. Donc l'API, elle va permettre de définir des paramètres dans les modalités de consommation de la donnée côté du producteur. Donc c'est une manière on va dire, d'encadrer la consommation de la donnée et aussi de tendre vers une consommation industrialisée de la donnée. C'est-à-dire que l'API, c'est un développement qui est fait en amont et qui va permettre d'aller consommer la donnée de manière pérenne. Il n'y a pas un risque pour l'administration à rendre public toutes ces données? Il y a toujours un risque. C'est pour cette raison que le cadre légal dont je parlais, il est quand même assez clair. On ne rentre pas sur les sujets des données à caractère personnel ni des secrets protégés par la loi. Donc ça, c'est hors périmètre de l'open data. Et il est bien évident que je pense qu'il faut avoir on va dire un regard assez détaillé sur l'ensemble des usages qui peuvent être développés. Mais j'aurais plutôt tendance à inverser la question. Le risque de ne pas ouvrir est encore plus grand que le risque d'ouvrir. Donc il y a une démarche qui est tout à fait vertueuse ici de l'administration et de l'État, dans cette logique de transparence, de mise à disposition des données. À l'inverse, pour des individus, vous l'avez signalé tout à l'heure, on laisse des données parfois sans le savoir. Il y a une éducation à faire, j'imagine. Comment ça se passe? C'est votre rôle en partie à la Maïf? Alors, c'est vrai qu'on a parlé dans un premier temps d'une première étape, c'était les choses les plus concrètes que ce que nous on fait et qu'on est en mesure de matérialiser, puisqu'on est censé le faire soi-même, donc de savoir les conséquences de ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'il y a le sujet de la navigation. Il y a en permanence, on est tracé. Il y a des cookies, il y a des informations qui sont collectées à chaque fois qu'on fait quelque chose sur un PC, sur une appli. Mais maintenant, il y a des objets connectés. Il y a certaines voitures qui sont connectées. On est tracé en permanence. Il peut y avoir des usages super intéressants. On n'est ni technophile ni technophobe. C'est juste de dire, il y a des fois, c'est super facilitant dans la vie. Effectivement, si on a un crack en voiture et qu'on est immédiatement géolocalisé, il peut y avoir une vraie utilité. On la conçoit immédiatement. Mais après, on voit que si la donnée qui a été collectée pour une fin est utilisée pour une autre, qui est détournée de son utilité finale, on voit qu'au bout du compte, ça peut avoir effectivement des effets. Si je fais référence, par exemple, à l'affaire des affaires politiques comme Cambridge Analytica, où on sait qu'à un moment donné, une foultitude de données collectées sur des gens peuvent faire basculer la décision de certaines personnes si on les flèche et qu'on leur envoie des informations que l'on sait pouvoir les faire évoluer dans leur manière de voir. Alors ceux qui sont les plus déterminés, ça ne va pas marcher, mais ceux qui sont un petit peu dans l'incertitude, si on les expose à un certain type d'information avec un rythme assez soutenu d'une façon très ciblée, là effectivement on se rend compte que la donnée, c'est pas qu'une donnée technique, c'est une donnée qui peut avoir des vrais enjeux sociétaux, voire démocratiques, et c'est ce qu'on essaye nous d'expliquer, mais il y a tellement d'usages différents. Et on ne sait pas, nous, à chaque fois qu'une donnée est collectée, si elle va être bien ou pas utilisée. Ce qu'il faut simplement, c'est qu'à chaque fois, les gens soient un peu vigilants et qu'ils soient attentifs à ce que l'on fait.
mais on est tous, nous aussi, pris au piège de nos propres paradoxes. Hein. C'est beaucoup plus facile de cocher des CGE, enfin des conditions générales d'utilisation, parce qu'on ne veut pas se fader la totalité de la lecture. On les lit pas, et on dit, mais de toute façon, vu le bénéfice que ça va m'apporter d'aller beaucoup plus vite et je vais avoir ma réponse tout de suite, voilà, et ça marche comme ça. Johan, Medata et moi, ça existe depuis 2015, c'est ça? Exactement. Concrètement, alors, comment ça se matérialise? Concrètement, c'est un dispositif qui est présent quasi essentiellement sur le web et qui répond un petit peu à ce besoin de sensibilisation, d'acculturation au risque et aux enjeux numériques. C'est un portail, vous allez sur medataetmoi.fr et vous avez accès à plein de choses, des expériences à faire, une dont parlait Philippe tout à l'heure pour tester ses comptes sur les réseaux sociaux, une pour justement selon ses propres usages, parce que c'est ça un petit peu le cœur de Medata et moi, c'est de se confronter à ses propres usages, à ses propres comportements pour du coup se sentir vraiment impliqué et concerné par le sujet. On va voir en fonction des usages qu'on a au fil d'une journée connectée, quelles sont les données qui sont laissées, pourquoi elles sont utilisées, pour vous rendre service, mais aussi pour rendre service à d'autres potentiellement, sans que vous le sachiez. Donc c'est vraiment, on donne la parole aussi à des experts. On a un observatoire qui justement recueille ces fameuses données, peut-être qu'on en reparlera, mais ces fameuses données d'usage de manière anonyme pour là aussi dans une démarche de les communiquer au plus grand nombre. On laisse ouvert en fait les données de cet observatoire qui vous permet des observatoires des comportements et des usages et des risques numériques. On donne la parole à des experts. C'est quelque chose d'assez complet, de plutôt ludique, avec l'objectif d'acculturer chacun pour que chacun puisse après positionner le curseur de risque selon ce qu'il a compris et selon ses propres usages. Et on essaye de ne pas être moralisateur surtout, c'est vraiment la démarche. Je peux comprendre qu'on pouvait même être dans la peau d'un hacker, c'est ça? Oui, alors juste à l'étage au-dessus, on peut faire ça au salon d'éducation. À l'étage au-dessus, c'est parce qu'on est sur le salon Educatech et juste au-dessus, aujourd'hui et encore pour quelques jours, il y a le salon de l'éducation. Exactement, et on peut se mettre dans la peau d'un hacker en réalité virtuelle. Là aussi, en quelques minutes, vous allez être guidé par un hacker pour essayer de reprendre, de récupérer un maximum de données sur une victime. En fouillant dans sa vie sur les réseaux sociaux, en se faisant passer pour quelqu'un d'autre et en posant des questions, en échangeant. Finalement, on se rend compte qu'on laisse filer assez facilement ces données, on laisse les gens, sans les connaître, rentrer dans notre intimité. Et en récupérant toutes ces données, tous ces indices, on arrive à en déduire son mot de passe, parce que comme beaucoup de gens, les mots de passe sont assez simples. Avec, 8, 7, 6, 5, 4, voilà, plus le nom de famille, le nom du chat et sa date de naissance. Exactement. Et quand on a accès à tout ça, on a accès à pas mal de choses qui peuvent nous rendre la vie très compliquée. Je voyais Romain qui était en train de déverrouiller son iPhone avec Doudou75. Romain, Doudou75, c'était... 75. Je ne vois pas de quoi tu parles. Oui, mais je sais, mais on en parlera plus tard. Il n'y a plus qu'à changer les mots de passe maintenant. Ça fera l'objet d'un podcast dédié. Il y a évidemment un risque qui est peut-être plus grand pour les jeunes par rapport aux adultes, encore que, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une éducation particulière? Depuis 3 jours, on démonte le mythe des digital natives. C'est pas parce qu'on est né avec le numérique qu'on sait s'en servir. Et l'enjeu de la data, c'est un enjeu majeur. Il y a une grande différence à faire effectivement entre l'aisance qu'on a à utiliser une technologie et la compréhension qu'on a des mécanismes qu'il y a derrière. On peut être un très bon pilote de voiture, très bien conduire sa voiture et pas être capable de la réparer ou de comprendre comment ça marche un moteur à explosion. Donc c'est exactement la même chose dans le digital. Donc on se rend compte qu'effectivement, quel que soit l'âge, il y a des vraies carences d'éducation. Il y a vraiment besoin de comprendre ces mécanismes pour pouvoir les décoder. Qu'effectivement, c'est pas forcément qu'une question d'âge, parce qu'effectivement, digital native, ça va tirer à 2 camps et il y a sans arrêt les pros de la technologie et de la captation des données qui ont toujours plein d'innovation pour aller trouver des solutions pour capter. Donc on ne peut pas tout savoir. Donc à chaque fois, il faut directement se poser les questions. Et puis par rapport au risque, Johan parlait de curseur, on n'a pas tous la même sensibilité au risque. Il y en a certains qui nous disent si on récupère tel ou tel type de données, ça m'est complètement égal, et d'autres qui veulent surtout pas qu'on sache quel âge ils ont. Voilà. Donc c'est vraiment très, très difficile de catégoriser les âges, etc. On est plus à voir par rapport à les typologies d'usage qui peuvent être faites, par exemple, sur la façon dont ils s'informent. Donc là, effectivement, on trouve qu'il y a des différences. On a fait une étude récente sur les modalités de diffusion et d'adhésion
aux fake news. Ouais. Donc là, on voit effectivement qu'il y a des différences. Mais après, là aussi, c'est des grandes catégories. Et après, à l'intérieur de chacune des catégories, il y a des parcours très différents. Une question peut-être pour chacun d'entre vous, chacun son tour. Le fait de travailler sur les datas, qu'elles soient personnelles, administratives, est-ce que ça a changé vous-même votre propre rapport à vos propres données? Est-ce que vous les diffusez de manière différente? Est-ce que vous êtes plus prudent? Est-ce que... Moi, j'ai pas particulièrement changé mes usages, mais Ouais. en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un peu plus conscience de comment ça se passe et comment en back-office tout se trame. Mais Ouais. bon, on en apprend toujours tous les jours. Donc voilà, donc, personnellement, ça n'a pas particulièrement changé mes usages au quotidien. Romain? Alors pareil, sur les usages personnels, je pense qu'il n'y a pas eu une grande évolution. Par contre, comme nous on travaille, on est un peu au confluent de l'offre et de la demande, Ouais. côté fournisseur de données et côté fournisseur de services potentiels. Moi j'ai une vraie prise de conscience sur la nécessité d'avoir des données de qualité. Quand on parle d'open data pendant très longtemps, on a dit l'open data c'est super, vous mettez plein de données en ligne. Par contre, on ne peut rien en faire, on perd beaucoup de temps à les retraiter, elles sont sales, elles sont Ouais. doublonnées, elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas interopérables. Et en fait, alors encore une fois, je ne suis pas dans la logique de données à caractère personnel parce que je la sors totalement du champ de Oui, bien notre sûr, action. Mais pour en capacité des tiers à développer des services ou même à d'autres administrations de mettre en place des services en ligne qui soient performants, permettre de calculer les frais de cantine scolaire ou de crèche, si derrière on n'a pas les données du revenu fiscal de référence Bien sûr. ou du quotient familial de manière totalement industrialisée, on va être obligé de redemander les mêmes informations à l'usager. Et nous, c'est aussi utiliser la donnée comme un vecteur de simplification de ces démarches pour pouvoir montrer très concrètement ce qu'il est possible de faire. Donc la qualité, c'est un sujet qui m'a sauté aux yeux et que Ouais. j'avais largement sous-estimé Ouais. et qui est vraiment une nécessité pour les acteurs réutilisateurs. Philippe, vous faites attention maintenant, vous ne signez plus de pétitions en ligne, vous n'allez plus sur des forums. Alors, curieusement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas tant dans la gestion des mots de passe, etc., où je pense avoir trouvé un truc. Alors, je pense qu'il est hackable, mais bon, je pense que j'ai trouvé une méthode pour à la fois me souvenir de quelque chose, pour le mettre partout, mais voilà. Mais c'est vrai que... Et là, vous avez trouvé un truc, vous n'allez pas nous le dire. Bah non, sinon, c'est même plus du hackage, c'est de l'open service. Donc, non. Voilà. Mais par contre, effectivement, on pris plus conscience qu'effectivement, une information délivrée, on sait pourquoi on délivre une information en un temps T, Oui. qu'on signe une pétition, etc. Mais après, c'est cette conscience de dire, ça peut être interprété d'une façon qui n'est pas Oui. du tout la raison pour laquelle je l'ai fait. Puis d'une part, Donc ça c'est va plus dans la rester. façon de diffuser. Et ça va Donc du rester. coup, je diffuse. Ouais. Puis en plus, je considère que ça n'intéressera pas forcément énormément de monde. Donc j'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux. Combien d'utilisateurs du site, les Data et moi? Aujourd'hui, on est à près de 550 000 utilisateurs D'accord. uniques. Voilà. On progresse bien. Ouais. Voilà, on cherche pas forcément à Oui, il n'y a pas un objectif de chiffre, objectif vraiment ouais. chiffré. Enfin, plus le nombre de personnes qui seront acculturées sera grand, mieux on se portera. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment plutôt d'être quali, de proposer des services qui évoluent, qui suivent un peu les tendances aussi, parce que c'est pas évident, ça évolue très vite, Oui. les usages. Et voilà, on fait évoluer notre dispositif au fil de l'eau chaque année. Voilà, pour essayer de suivre ces usages et d'être au plus près du quotidien des personnes qui utilisent le numérique. Philippe? Alors pour compléter les chiffres, effectivement, ils ont un intérêt pour une autre raison, c'est-à-dire qu'on alimente, Johan en a parlé, un observatoire, et on peut essayer de mieux comprendre des comportements. Bien entendu, les données sont anonymisées, mais quand on essaye de faire des études et qu'on est sur du déclaratif, Ouais. et qu'on demande aux gens est-ce qu'ils font attention, comme là vous nous avez posé la question, on va plutôt vouloir se faire passer pour quelqu'un de responsable et on va Ouais. plutôt dire oui. Ouais. Maintenant, quand on met les gens en situation dans des tests expérientiels comme celui-ci, où par exemple on leur met sous les yeux la capacité qu'ils ont à distinguer entre 4 tweets, celui qui est issu d'un compte officiel, bah là on va plutôt savoir concrètement si oui ou non ils sont capables d'identifier. Alors que si spontanément on vous dit vous faites attention à l'information que vous consommez, que vous relayez sur Twitter, Oui. on va plutôt avoir tendance à pas se glorifier, mais à se À mettre dire oui, plus bien sûr, joli. bah, Mais bien sûr, jamais de la comme vie, tout le moi, je monde. ne retweete Comme tout le monde. n'importe Donc quoi. on ne sait pas comme tout le monde, ça veut dire combien de Ouais. personnes, etc. Et là-dedans, effectivement, plus on aura d'utilisateurs sur ces plateformes, plus on aura la possibilité d'avoir des données à peu près fiables sur la sensibilité au risque en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des activités socio-professionnelles, etc. Donc c'est important. Romain, on a une idée de qui fréquente datagroup.fr? Une multiplication d'acteurs, enfin à mon avis, une multiplicité d'acteurs. On a des entrepreneurs, on a des start-upers, on a des acteurs de la société civile qui sont dans le domaine associatif, Ouais. des particuliers,
des administrations. C'est en gros la première population, c'est les administrations qui veulent réutiliser les données des autres administrations. Excellent. Mais je regardais justement là, les dernières métriques qu'on a. Aujourd'hui, on a plus de 45 000 utilisateurs de la plateforme data.gouv.fr. D'accord. Donc il y a quand même pas mal d'acteurs. Et la particularité, c'est qu'on a à la fois donc, des organisations publiques qui sont identifiées avec un petit label service public. D'administrations, d'acteurs privés qui n'ont pas ce petit label, et même des utilisateurs qui font ça dans le cadre de leur vie privée, qui ont juste envie de montrer qu'ils ont fait tel ou tel projet de réutilisation et qui vont poster autour des données un projet qui montre concrètement ce qu'il a pu faire autour des données exploitées. Tu as conscience qu'après ce podcast, ça va exploser le nombre de... écoute, pareil sur Medata et moi. L'année prochaine, on revient, on aura passé le million très largement. Vous y êtes engagé, on va vérifier. Est-ce que vous collectez des données d'ailleurs sur ceux qui fréquentent le site ? Sur des données personnelles, non, pas du tout. En fait, les données qui sont collectées sont des données plutôt d'ordre démographique pour nourrir l'observatoire dont on parlait tout à l'heure. Parce que du coup, ça nous permet de comparer les différents publics, les différents usages, etc. Donc du coup, pas de données personnelles, ce serait un peu... malhonnête de notre part de jouer avec ça. Et c'est dommage parce que vous pourriez les revendre ensuite à une grande marque américaine de boissons sucrées. C'est dommage quand même, hein. Vous ratez le coche là. Sûrement, mais malheureusement, c'est pas, ou heureusement plutôt, j'ai envie de dire, c'est la démarche. Ouais. Très bien. Et puis ça m'évoque un adage. Là. Enfin, un adage. On dit souvent quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça fait écho ça à votre démarche. C'est-à-dire que quand un service est gratuit, en général, c'est qu'on va collecter les données peut-être pour en faire autre chose. Alors, il y a plusieurs façons de faire de la communication. Celle de mettre à disposition un service sans forcément qu'il y ait une intention mercantile derrière est une façon de se faire connaître, de faire connaître le type de relation qu'on veut instaurer entre nous et en l'occurrence le grand public, mais aussi nos sociétaires. Et mais je parlais pas de la Maïf. Non, mais j'ai la modestie de parler que pour nous, parce que je ne peux pas savoir comment les autres fonctionnent. Donc je ne parle que pour nous, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir cette interrogation là derrière. Non, effectivement, il n'y a rien qui n'ait fait des données, elles sont pas vendues, ça n'aurait pas de sens. Et on a assez conscience de ce qui peut être raconté sur les réseaux sociaux et la façon dont on peut se choper une casserole pour pas jouer avec le feu en plus. Donc non, à la fois pour des raisons éthiques et puis pour des raisons d'efficacité, les données elles sont mises au service d'un observatoire qui lui-même est accessible à tous. Et les données sont de toute façon complètement anonymisées dès le départ. Non, mais en tant que sociétaire Maïf, ça me rassure. Voilà. Donc, je l'ai dit hier, déjà, je suis sociétaire Maïf. Voilà. Donc on est en famille. Bien, merci à tous. C'était passionnant et de voir comment d'un côté on éduque, de l'autre côté on rend transparent tout ça en ayant conscience que la donnée c'est un bien précieux avec à la fois des risques et des opportunités comme le numérique en réalité, et avoir conscience que il faut porter les opportunités mais aussi limiter les risques. Merci Romain. Merci à toi. Voilà, tu peux rester sur le stand, il y a à boire, il y a à manger, il y a des stickers, il y a des badges. Je vais même en jeter, je vais en jeter dans la foule en délire, parce qu'il y a un public là, faut quand même le voir. Voilà, oh là, les gens se jettent, on croit à la caravane du Tour de France. Merci à la Maïf. Alors merci à la Maïf d'abord d'être partenaire de cet événement et de cette web radio. Et puis merci à tous les deux d'être venus, Philippe et Johan, pour témoigner de cette magnifique initiative qu'est Medata et moi. Voilà. Merci de votre accueil. Merci pour l'invitation. Et on continue parce que ça n'est pas terminé, ça ne s'arrête jamais ces talks. Enfin, ça s'arrêtera tout à l'heure et on sera triste, mais il y en a encore un. Donc restez avec nous présents dans le public de ce stand Territoire Apprenant, en live stream, sur les réseaux et puis en podcast évidemment. À très bientôt, merci. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.